une de l'actualité ce soir, grève des syndicats du ministère des Finances. Le gouvernement se dit ouvert au dialogue, mais appelle les uns et les autres à aller à l'essentiel. C'est l'un des sujets évoqués ce matin en Conseil des ministres. Le Conseil des ministres qui s'est aussi penché sur la question du port du voile islamique au lycée Bambata à Ouagadougou et décidé la fermeture du lycée provincial du Nayala. Quelles sont les raisons invoquées pour cette fermeture? On en parle dans ce journal. Et dans ce journal, un promoteur immobilier a aménagé un cimetière pour le village de Boissa à la périphérie de Ouagadougou. Mais la mairie de Ouagadougou refuse de réceptionner l'infrastructure parce que le promoteur immobilier en question ne serait pas en règle vis-à-vis de la loi. Offusqué par ces accusations, l'homme d'affaires monte au créneau et dément les propos du maire. Face à la presse ce matin, il donne sa version des faits. Vous l'entendrez dans cette édition. Et dans cette édition en République démocratique du Congo, la mission de paix de l'ONU, MONUSCO, est devenue indésirable. Kinshasa souhaite son retrait définitif d'ici à 2020. Le gouvernement de RDC estime que l'ONU et les ONG exagèrent la crise humanitaire dans le pays. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. La grève en cours au ministère des Finances, la fermeture du lycée provincial du Nayala, des projets de loi au ministère de la Sécurité devant apporter des innovations et un projet de loi pour financer des PME, les points inscrits à l'ordre du jour du Conseil des ministres de ce mercredi étaient aussi nombreux que les noms d'Allah. Sur la grève, le gouvernement estime qu'il faut que les acteurs acceptent d'aller à l'essentiel. De quoi s'agit-il exactement? La réponse avec Curvin Sommet et Frédéric Etienne Bassenga. Le gouvernement est ouvert à la discussion, mais il entend aussi faire respecter l'autorité de l'État. Voilà le message qui ressort du conclave hebdomadaire des ministres par rapport à la grève en cours au ministère des Finances. Pour le gouvernement, il faut que les acteurs acceptent d'aller à l'essentiel. Sur les 7 points, nous sommes plus ou moins en accord sur 5 points. Et il y a 2 points qui posent problème. 2 points qui, pour nous, à notre avis, ne peuvent pas justifier la grève. Il s'agit des réformes qui sont en cours au niveau du ministère, sur lesquelles nous sommes d'accord pour qu'il y ait une participation, encore que dans tous les pays du monde, il y a un chef d'État qui a été choisi. Il y a donc des mesures à prendre en œuvre et il faut le juger sur ces mesures-là. Nous sommes d'accord pour une participation des acteurs au niveau des réformes. Mais ça ne peut pas être un blocage au niveau de l'administration. Deuxième point, c'est la question notamment du statut valorisant. Sur ces questions-là, nous sommes ouverts à toutes les discussions. Mais c'est un statut qui peut être progressif. On ne peut pas arrêter notre administration uniquement sur une session de statut valorisant. Sur les autres aspects, vous le savez, la question du bâtiment, la question de Cotecna. Cotecna, par exemple, c'est un exemple parfois de ce que nous devons comprendre. Rappelez-vous, il y a quelques mois de cela, au niveau de l'Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, M. Salifou Diallo, avait dit qu'il n'aimerait pas voir le contrat reconduit. Et le gouvernement a pris toutes les dispositions pour que le contrat ne soit pas reconduit. Donc il n'y a pas de matière à en faire un point pour aller en grève. Le gouvernement s'est aussi penché sur la question du port du voile au lycée Bambata à Ouagadougou et sur une situation au lycée provincial du Nayala où des syndicats demandaient le départ du proviseur. Selon le gouvernement, le temps de prendre langue avec les deux parties, la situation a très vite évolué à Thomas. Aujourd'hui, des élèves sont allés saccager le domicile du proviseur. Donc le ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation a décidé donc la fermeture jusqu'à nouvel ordre du lycée provincial de Nayala. Il en est de même pour ce qui s'est passé au niveau du lycée Bambata. La presse a relayé un certain nombre de faits. Il s'agit notamment de la question du voile. Je pense que là-dessus, il faut apporter une information claire. Chaque établissement scolaire a un règlement intérieur. Et les parents d'élèves du lycée Bambata sont convenus que le port du voile n'est pas interdit, à condition que ce ne soit pas un voile qui cache la tenue de l'établissement, puisque c'est un élément qui permet d'identifier les élèves. Donc il y a donc suite à ces éléments, certains élèves qui n'ont pas pu avoir accès donc à une composition, parce que justement, ils ne respectent pas ces éléments-là. Mais je pense que ce sont des cas d'indiscipline. Et il ne faudrait pas que les acteurs instrumentalisent ces cas d'indiscipline-là pour en faire des cas de sécession ou de sédition à l'intérieur de notre contact, de notre ensemble social. Le Conseil des ministres s'est aussi penché sur des réformes au niveau du ministère de la Sécurité, notamment le projet de loi portant réglementation générale du renseignement au Burkina Faso et celui portant statut de la police nationale qui va introduire des innovations. Il s'agit notamment de l'institution de nouveaux organes au sein de la police. Il s'agit notamment de la conférence des commissaires de la police. Il s'agit de la commission de santé de la police nationale.
Il y a également des changements d'appellation au niveau des corps, des grades et des galons, et également une élévation du niveau de recrutement. Un décret devant permettre de financer les PME a également été adopté au titre du ministère du Commerce. Ce décret va accroître les crédits alloués aux PME, mais aussi permettre de diversifier leurs sources de financement, selon le ministre Aruna Kabouri. À Boromo, le chantier du 3e pont sur le Mouhoun à l'entrée de la ville avance de l'avis du ministre des Infrastructures qui était sur le terrain. C'est un pont qui est construit suivant une technique mixte qualifiée de mix, alliant béton à des matériaux en acier préfabriqués. Une fois les travaux achevés, le pont, selon le gouvernement burkinabé, aura une durée de vie de plus de 100 ans. Vincent Tiendrebego. C'est l'un des plus grands ponts sur le plus grand fleuve du Burkina. À Boromo, ouvriers et techniciens sont à pied d'œuvre sur le chantier du pont de franchissement sur le Mouhoun. Quelques 4 mois après le démarrage effectif du chantier, le ministre des Infrastructures constate l'avancement des travaux. Je peux dire que les travaux avancent même très bien. Vous savez que la fin des travaux est prévue pour le 24 juillet 2018. Cette date sera respectée. Nous pensons même que nous finirons avant le 24 juillet. Vous avez assisté avec nous ce matin au démarrage de la pose des dalles. C'est le 3e pont au même endroit. Cette fois, le gouvernement et ses ingénieurs optent pour une autre formule, une technique de pont mixte. C'est la première fois qu'au Burkina Faso, nous construisons un pont mixte qui a fait ses preuves ailleurs. C'est un pont qui va durer en tout cas plus de 100 ans. Et je peux vous assurer que ce pont sera le plus solide des 3 que vous avez cités. Des matériaux en acier préfabriqués alliés au béton. C'est la technique du pont mixte en cours de réalisation sur ce pont long de 106 mètres, 12 mètres de largeur et 1,70 de hauteur. C'est le français des BTP, Sogea Satom, qui le réalise. Notre entreprise a fait de multiples ponts mixtes sur toute l'Afrique, mais c'est vrai que c'est une première au Burkina Faso. Le fait d'avoir un ouvrage mixte nous permet d'augmenter la longueur des travées. En termes d'entretien, c'est un gain. En termes d'environnement, c'est un gain aussi, car rien ne vient gêner la rivière dans son écoulement. C'est une technique aussi économique, car selon Éric Bougouma, sur quelques 5 milliards de francs CFA prévus pour le chantier, des économies sont réalisées grâce à cette technique pour servir à la construction de voiries dans la ville de Boromo. La période de chaleur et les coupures anarchiques du courant électrique fourni par la Sonabel. Pour le ministre de l'Énergie, le déficit de 50 MW à l'origine de ces délestages cette année peut être compensé avec une production au maximum des machines, ce qui justifie sa visite ce samedi 31 mars à la centrale électrique Bobo 2. Bachir Ouedraogo a pu encourager à l'occasion les techniciens pour le travail qu'ils abattent au quotidien. Sur place, le point de sa visite avec Kahadi Sandamba. Au détail près, Bachir Ouedraogo, ministre de l'Énergie, s'imprègne des conditions de travail des techniciens ici à la centrale Bobo 2 de la Sonabel. Tour à tour, tous les compartiments ont été visités avec à l'appui le processus de production de l'électricité expliqué au chef du département. J'ai vu une équipe très dynamique qui est au travail, qui donne le maximum donc d'elle-même. Et je suis très fier donc d'être à la tête d'un département où les travailleurs sont conscients donc que tout le monde, tout le peuple compte sur eux pour la fourniture donc en énergie et donne le maximum d'eux-mêmes. Une visite de courtoisie, mais aussi et surtout de remerciements aux travailleurs pour tous les efforts consentis au quotidien dans la satisfaction des clients. C'était important qu'on vienne donc les encourager et leur dire merci pour les efforts qu'ils sont en train de faire et les encourager pour qu'ils continuent un peu dans ce sens-là. Parce que nous savons, avec la canicule et avec donc le déficit de 50 MW que nous avons besoin que les machines que nous avons puissent produire au maximum. C'est également le lieu de collecter les suggestions des uns et des autres en vue d'une planification des investissements à venir. Il s'agit là de la politique du mix énergétique avec la mise en place de centrales solaires. Question donc de mieux répondre à une demande qui ne cesse de croître, dira le ministre de l'Énergie. Dans l'actualité ce soir, un promoteur a aménagé un cimetière pour le village de Boissa à la périphérie de Ouagadougou.
Mais la mairie de Ouaga refuse de réceptionner l'infrastructure parce que le promoteur immobilier en question ne serait pas en règle vis-à-vis de la loi. Offusqué par ces accusations, notre homme d'affaires, qui n'est autre que Abdoul Ouedraogo de Abdoul Service, monte les créneaux et dément les propos du maire. Face à la presse ce matin, il donne sa version des faits. Suivons plutôt. Cet espace aménagé pour servir de cimetière pour le quartier Boissa est un don de Abdoul Ouedraogo, dit Abdoul Service. Ce terrain est à l'origine d'une pomme de discorde entre lui et le maire de la capitale. Dans une note adressée au promoteur immobilier, le maire de Ouagadougou a rejeté le don du terrain pour servir de cimetière. Et pour cause, la présence de pylônes de la Sonabel en ces lieux. Un fait qui pose des problèmes de sécurité selon Armand Béouendé. Selon ce que la Sonabel fait comme publicité à la télévision, s'il y a des poteaux qui traversent sur un terrain, on laisse 25 mètres de côté droite, 25 mètres de côté gauche, et on exploite l'espace restant. Autre raison avancée par le maire de Ouagadougou, le terrain de 10 hectares offert par Abdoul Service ne disposerait pas des documents nécessaires. Nous avons fait le protocole d'accord, un protocole d'accord qui a été fait avec les propriétaires terriens. Et ce protocole d'accord, si le maire ne connaît pas les textes, je lui demande en tant que petit frère, il peut peut-être se faire entourer par des juristes. Outre ce terrain, l'homme d'affaires dit ne pas comprendre le refus de l'ambulance et du corbillard qu'il a offert à la municipalité. Des véhicules qui, à l'entendre, ont été acquis dans les normes. Nous, on peut chercher des chauffeurs, ramasser ça, amener à Bobo-Dioulasso. Parce que le maire de Bobo-Dioulasso même attend beaucoup de choses plus que ça là-bas. À la question de savoir si la situation n'est pas due à un problème entre les deux personnalités, Abdoul Ouedraogo répond. Le maire et Abdoul Service, nous sommes de la même famille. Nous sommes du même village. On est des Burkinabés, ça veut tout dire. La solution à ce problème pourrait venir du chef du village de Loxi, localité voisine de Boissa. Ce dernier propose d'échanger la parcelle litigieuse contre un terrain de même superficie et libre de toute installation de la Sonabel. Un reportage signé Ismaël Diloma Sirima. Et puis le mouvement de la solidarité pour le droit au logement et l'association Naman Zanga se désolidarisent de la marche-meeting de demain jeudi 4 avril. Ces deux organisations disent être contre la marche-meeting et invitent leurs membres à ne pas y prendre part. Pourquoi ces deux associations ne marcheront pas ce jeudi? La réponse avec Oumou Sissé. La marche du 5 avril des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine du droit au logement n'a pas sa raison d'être. Ces mots sont du mouvement de solidarité pour le droit au logement et l'association Manakzenga. Et à cette marche, ils n'y prendront pas part. Depuis 15-20 ans, aucun élément de la CCVC, aucun élément des associations qui sont avec eux n'a jamais marché pour résoudre les droits socio-économiques vraiment de ces pauvres gens qui vivent toujours dans les ténèbres. Ils savent que c'est un courant, s'ils le prennent dans leurs revendications, ça va amener beaucoup de gens. Nous, on a dit à nos membres de ne pas sortir. Nous ne sommes pas contre eux, je vous l'ai dit très bien. Je suis contre leur idéologie, je suis contre leur façon de contrecarrer ou de contredire l'autorité. Pour Seydou Traoré, ces OSC organisatrices de la marche doivent attendre les résultats du rapport sur le passif foncier avant toute revendication. Et à cette conférence de presse, l'activité des sociétés immobilières s'est invitée au débat. Ceux-là achètent pour contribuer au développement du Burkina Faso. Moi, je ne suis pas contre un entrepreneur, mais les entrepreneurs connaissent celui qui vous parle là. On est en pourparlers aujourd'hui avec CGE, qui a 700 hectares, qu'il a acheté 6 familles à 700 000 francs. Wendpanga, à Koubli, allez-y, 3 villages. Il a eu son approbation depuis autant de Blaise Compaoré. Il est en train de faire, chaque paysan aura 3 hectares, 3 parcelles d'1 hectare. Et pour résoudre les problèmes liés au logement, le mouvement de solidarité pour le droit au logement dit avoir demandé la mise en place d'un comité de veille citoyen.
Autre titre de l'actualité désormais, les PME, les petites et moyennes entreprises au Burkina Faso disposent par an d'au moins 15% des parts du marché public. Et pas seulement, les PME disposent également de nouveaux textes réglementaires dont une loi d'orientation et une charte. Des privilèges qui n'enlèvent en rien les devoirs de ces entreprises de respecter la chose publique. Explication, Moussa Ouedraogo, Aruna Mari. Une loi d'orientation et une nouvelle charte pour les petites et moyennes entreprises PME. C'est le fruit de l'engagement des acteurs du secteur privé, des partenaires techniques et financiers et du gouvernement burkinabé. Ce nouveau dispositif vise à impulser une dynamique nouvelle aux PME. Cette charte, effectivement, qui émane aussi d'un document qui a été produit, donc l'aspect UMA, permet donc d'avoir un encadrement réglementaire, juridique, donc de cette volonté donc, de donner une part donc, de marché aux PME. Mais pas que ça. Ça permet donc de montrer qu'il y a un certain nombre de dispositions qui vont être prises pour accompagner les PME, pour renforcer leurs capacités, pour leur permettre donc d'être beaucoup plus efficaces. Ces nouveaux textes portent sur l'organisation interne des acteurs, l'accompagnement pour le financement ou encore l'assistance en matière de fiscalité. Sur la commande publique, nous avons un avantage de 15%. Nous avons également, au titre des financements, l'accompagnement de tous les partenaires au développement. Donc, je crois que la balle est dans le camp des PME, de savoir que si vous avez des privilèges, si vous avez des droits, vous avez aussi des devoirs. Que nous mobilisons également nos membres à la production, mais qu'on les mobilise aussi au respect de la chose publique. Il faut payer l'impôt, il faut créer le maximum d'emplois, il faut être respectueux de certaines législations. Pour bénéficier de ces avantages, il est demandé aux PME l'adhésion préalable à la charte. Cette campagne d'information va s'étendre à l'ensemble du pays pour permettre aux PME de mieux s'approprier ces nouveaux textes et dynamiser le secteur. Les corps de contrôle au Burkina veulent mieux comprendre le fonctionnement du secteur minier dans le pays. À Koudougou, ces organes de contrôle souhaitent donc avoir des connaissances sur les mines pour mieux asseoir leur contrôle. Le point avec Zoubaviel David Daviré. Comprendre l'organisation et le fonctionnement du secteur minier burkinabé en vue de mieux le soumettre aux structures de contrôle étatique. Depuis ce matin, président de chambre à la Cour des comptes, vérificateur, contrôleur à l'ASELC, fiscaliste et autres personnes de ressources s'imprègnent des mécanismes qui régissent ce milieu, parfois perçu comme une nébuleuse. L'initiative est de la Chambre des mines du Burkina qui entend ainsi s'ouvrir au corps de contrôle. Nous expliquons notre secteur, nous montrons la cartographie, les réalités de ce secteur et nous pensons que ça va donner des meilleures armes aux différents contrôleurs, vraiment d'accomplir leur mission. Au menu de cette formation, une dizaine de modules. Le rôle de la Chambre des mines, le cycle de vie d'un projet minier, l'impact socio-économique de l'exploitation minière, autant de connaissances qui permettront aux participants d'être sur les mêmes longueurs d'onde concernant la gouvernance minière. Pour les structures de contrôle, c'est une étape indispensable avant leur déploiement sur le terrain. Nous devons savoir ce que c'est qu'une mine. Par exemple, ils auront la possibilité d'aller voir une mine de vrai et ils vont savoir aussi quelles sont les différences dans la constitution et le fonctionnement d'une mine, comment ça marche, pour pouvoir maintenant asseoir sur cela un contrôle. Il ne s'agit pas pour la Chambre des mines de nous former en contrôle du secteur minier. Non, non, non. Il s'agit de nous outiller dans le domaine de la connaissance du secteur en général. Cette formation de 3 jours sera couronnée par une sortie de terrain sur la mine de Roxgold à Bagassi, dans la boucle du Mohun. Les acteurs de la filière mangue du Burkina ont procédé la semaine dernière au lancement de la campagne mangue 2018. Et pour mieux réussir la dite campagne, ils veulent s'attaquer aux mouches des fruits qui leur causent d'énormes pertes depuis un certain temps. Et dans ce combat, ils pourront compter sur l'accompagnement du ministère de l'Agriculture. Karim Sissé. Quelques coups de ciseaux et voici la campagne mangue 2018 ainsi lancée. Une campagne au cours de laquelle les acteurs de la filière espèrent faire de bonnes affaires comparativement aux campagnes écoulées.
En gros, on peut s'attendre à 150 000 tonnes pour ce qui est de mangue exportable. Sinon, le potentiel est de 300 000. L'exportable signifie tout ce qu'on peut envoyer à l'extérieur, dans la sous-région, en Europe, ce qu'on peut aussi distribuer au niveau des unités de transformation. La mangue, selon les chiffres, remporte annuellement près de 15 milliards de francs CFA à l'économie burkinabé. Mais cette filière est depuis 2 à 3 ans confrontée aux attaques parasitaires qui hypothèquent les opportunités d'exportation. Il faut donc trouver des solutions. Nous sommes donc en train de mobiliser les ressources pour que les produits de traitement, pour que les appareils de traitement, pour que les bonnes pratiques agricoles puissent être effectivement appliquées afin que nous puissions résorber ce parasitisme qui est véritablement dangereux pour la filière mangue. Donc, c'est les inciter à respecter les consignes techniques qui vont être données par les techniciens du ministère de l'Agriculture. En marge de cette cérémonie de lancement de la campagne mangue 2018, les participants ont visité une unité de traitement, de stockage et d'exportation de mangue. L'UNFPA au Burkina lance dans le pays une plateforme interactive sur toutes les questions liées à la sexualité à l'attention des jeunes adolescents. Une plateforme qui leur permettra d'avoir des informations sur la santé et le droit à la reproduction. Engagé dans la campagne, le ministère en charge de l'Éducation nationale y voit une opportunité pour réduire les risques de grossesse non désirée en milieu scolaire. Draman Guéné. 10 000 adolescents et jeunes des villes de Fada et de Tenkodogo, bien informés sur les questions de santé sexuelle et de la reproduction. C'est l'objectif à terme de cette nouvelle plateforme virtuelle, une plateforme initiée et soutenue à hauteur de 195 millions de francs CFA par l'Agence des Nations Unies pour la santé et les droits en matière de reproduction. L'opportunité a été donnée aux adolescents et aux jeunes non scolarisés qui n'ont jamais été à l'école d'utiliser le téléphone vert pour pouvoir entrer en contact avec des accompagnateurs, des mentors sur toutes les questions liées à la sexualité lorsque la question est posée dans les principales langues qui sont parlées au niveau donc du Burkina Faso. Engagé dans ce projet, le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation y voit une opportunité pour réduire les risques de grossesse non désirée en milieu scolaire. Nous pensons que la formation devrait permettre d'atténuer et pourquoi pas d'éliminer totalement cela. Et aujourd'hui, justement, à la faveur de l'utilisation de technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, et avec l'appui donc de l'UNFPA et du gouvernement de la Belgique, donc on est arrivé en partenariat aussi avec les jeunes à mettre en place une plateforme d'information, de formation et de sensibilisation donc sur cette problématique-là, de façon à permettre donc que nous puissions progressivement donc annihiler donc ce fléau-là. Pour rendre la plateforme opérationnelle, des bornes Wi-Fi libres ont été installées dans les villes de Tenkodogo et de Fada. Cette plateforme devrait par la suite être étendue à toutes les villes du Burkina. En cinéma, comment conduire au mieux un projet de réalisation d'un film documentaire, institutionnel ou de fiction? Comment combler le déficit de représentation de soi-même des réalisateurs burkinabés? L'Institut Imagine au Burkina est convaincu que plus les réalisateurs sont mieux formés, mieux ils pourront naviguer à souhait dans tout le spectre de leur inspiration, de leur liberté de création, d'où un atelier de 10 jours au profit des jeunes cinéastes du Burkina. Le point avec Nathalie Sawadgo. À ce rendez-vous d'échange et de partage entre nouveaux jeunes cinéastes et les journalistes de cinéma venus de la Guadeloupe, il sera question de l'approche de la lecture technique et analytique de films documentaires et de fiction, depuis l'écriture jusqu'au film fini. Dans un premier temps, je peux parler de cinéma, parler de comment le cinéma a émergé, comment à chaque étape il y a eu une décision qui a été fondamentale pour que le cinéma existe. Comment on lit un film quand on reçoit un film, quand on rentre dans une salle de cinéma pour faire un voyage avec le réalisateur qui nous propose sa vision du monde. Comment est-ce qu'on peut décortiquer ce message qui nous est donné?
Pour le premier responsable de l'Institut Imagine, les producteurs burkinabés sont en déficit de représentation d'eux-mêmes. Il faut se battre pour inverser la tendance. Dans le contexte actuel, nous avons pensé que c'est bien de questionner le contenu de nos films, la forme de nos films, la façon dont nous nous investissons dans les histoires. Je veux parler des professionnels qui écrivent. Et nous avons la conviction que plus les personnes sont formées et plus elles sont capables de naviguer dans tout le spectre de leur inspiration, de leur liberté de création. Les apprenants ont 10 jours pour renforcer leurs compétences de l'écriture à l'image. Une formation qui s'inscrit dans le cadre de la célébration des 50 ans du FESPACO, prévue se tenir l'année prochaine. À l'étranger, la mission de la MONUSCO est désormais indésirable en République démocratique du Congo. Un désamour causé par les nombreux rapports transmis par les responsables de la mission à New York. Les autorités congolaises dénoncent une exagération dans les rapports qui sont faits sur le pays et au président Joseph Kabila de plaider donc pour le départ de la MONUSCO en 2020. La mission des Nations Unies n'est plus la bienvenue en RDC. Après 20 ans de présence, elle est sommée de se retirer d'ici à 2020, a indiqué le ministre congolais des Affaires étrangères, Léonard Chi-Okitundo. Kinshasa estime que l'ONU et certaines ONG surévaluent la crise humanitaire qui secoue le pays, classé en niveau maximum d'alerte 3 par les Nations Unies dans 3 provinces, à savoir le Tanganyika, le Sud Kivu et les provinces Kasaï. Selon Kinshasa, ce classement projette une image sombre et catastrophique de la situation en RDC. Pour exprimer son amertume, le ministre a également indiqué que son pays boycottera la conférence des donateurs prévue à Genève le 13 avril sous l'égide des Nations Unies et de l'Union européenne. Le gouvernement congolais souhaite que l'éradication des groupes armés qui écument des provinces du Congo devrait constituer la priorité des Nations Unies. Rappelons qu'à l'unanimité, le 27 mars, le Conseil de sécurité a prorogé jusqu'au 31 mars 2019 le mandat de la mission des Nations Unies en RDC. Et puis, l'Amérique rend hommage ce 4 avril à Martin Luther King, l'icône de la lutte pacifique contre les inégalités raciales, assassiné il y a 50 ans à Memphis après sa disparition. Le combat de Martin Luther King, un demi-siècle après, reste toujours d'actualité. Il avait seulement 39 ans. Jesse Jackson a tenu à venir avec toute sa famille sur ce balcon de l'hôtel Lorraine, là où il y a 50 ans il a vu mourir son ami Martin Luther King. C'est toujours une source de douleur et d'anxiété. Tu retires la croûte et la plaie est encore ouverte. Un peu plus loin, le temple Mason de Memphis. Les anonymes se pressent pour une cérémonie d'hommage au pasteur engagé. À l'intérieur, ses anciens compagnons de lutte, sa famille, des politiques aussi ont pris place. C'est ici que Martin Luther King a prononcé son dernier sermon la veille de sa mort, l'un des plus célèbres. Symboliquement, ce discours résonne dans cette église comme s'il était encore là. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. 50 ans plus tard, sa fille affirme que l'objectif n'est pas atteint. Elle appelle les États-Unis à poursuivre l'héritage de son père. En 50 ans, nous n'avons pas réussi à combattre les derniers vestiges du racisme comme nous l'avait demandé papa. Les hommages à Memphis et partout aux États-Unis doivent se poursuivre toute la semaine. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma. À quoi servent encore les barrières du rond-point des cinéastes, s'interroge le journal de tous les Burkinabés. Le journal constate que la gendarmerie a levé ses bandeaux de sécurité. Il reste ceux de la police municipale. Est-ce à dire que les enquêtes se poursuivent encore un mois après les attaques? Se demande bien ce canard. Quoi qu'il en soit, il souhaite que ces barrières soient levées pour le bonheur des usagers de la route et des commerçants, conformément au désir des autorités de ne point donner de motif de satisfaction
aux terroristes. Et d'ailleurs, dans le but de lutter contre ce fléau, le Premier ministre malien séjourne au Burkina à la recherche de solutions concertées. Il a par ailleurs indiqué que les deux nations font face aux mêmes problématiques, rapporte Sidoya. 48 heures à Ouagadougou pour renforcer les liens bilatéraux, précise aujourd'hui au Faso, en vue de relever le défi sécuritaire et économique, insiste le pays. Hors de chez nous, les journaux reviennent sur les obsèques de Winnie Mandela, décédé le 2 avril dernier à l'âge de 81 ans. Le quotidien d'État souligne à ce propos que des centaines de personnes se sont spontanément rassemblées lundi soir devant la maison de Winnie Mandela pour lui rendre hommage avant son enterrement le 14 avril prochain. Occasion pour le président Cyril Ramaphosa de saluer la mémoire d'une voix du défi et de la résistance, indique le pays, qui voit en elle un symbole de courage et de détermination pour les femmes du continent, voire du monde entier. Qui conteste cela jette la première pierre sur son cercueil, martèle l'observateur Palga, qui déplore tout de même le fait que le géant n'en ait pas fait une première dame. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Ruth Bini-Ouattara vous retrouve à 22h30 pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programme sur la RTB. Au revoir.